Et avec beaucoup de plaisir, on retrouve Dr Prao Séraphin. Mais avant d'échanger avec lui, on tient à faire un coucou au grand frère Baba Coulibaly qui nous a remplacés la semaine dernière. Et oui, nous n'étions pas là, nous étions un peu malades. Mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés en bonne santé aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve pour la rubrique économie. Vous savez que lorsque Dr Prao Séraphin est là, les économistes ont chaud, ceux qui ne veulent pas travailler ont chaud, et on est sûr qu'aujourd'hui, il va nous parler d'un thème très intéressant. Moi, quand j'ai vu ce thème-là, je me suis dit, ah, le président de la République en visite à l'intérieur du pays, plus précisément à l'ouest de notre pays, et on parle de la croissance économique et du coût de la vie, tout en sachant que cette région que notre président vient de visiter est une région qui a été véritablement touchée et marquée par la guerre. Et je ne sais même pas si les gens de là-bas parlent encore un peu d'économie. Ils parlent surtout du coût de la vie. Docteur Prao, bonjour. Bonjour, Naomi. On va commencer donc à présenter ce thème, à le décortiquer et aidez-nous à comprendre les choses. Effectivement, vous l'avez déjà annoncé, le thème, c'est la croissance économique et le coût de la vie. Voyez-vous, effectivement, toutes les statistiques sont en faveur, n'est-ce pas, de l'Afrique ces dernières années. L'Afrique connaît un taux de croissance en moyenne de 5%, mais en même temps, on voit que les populations grognent. Les populations se plaignent, et vous l'avez dit, effectivement, parlant de l'Ouest, c'est quasiment la zone la plus sinistrée de notre pays. Et comme le président l'a dit, il faut quasiment un plan Marshall. Ça veut dire des investissements massifs pour que l'Ouest redevienne ce que nous savons. Donc aujourd'hui, nous voulons faire un lien. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on parle de croissance et en même temps, la population marque son ras-le-bol, crie son désespoir chaque jour. Exactement. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui justifie, n'est-ce pas, le choix de ce thème-là. Docteur Prao, avant d'aller plus loin, commençons par définir certains termes qui seront utilisés lors de notre échange. Parlons d'abord de la croissance. Oui, la croissance économique, il y a plusieurs définitions qu'on trouve dans les livres. Mais la définition usuelle que nous utilisons, en tout cas enseignants, c'est la définition de François Pérou. Il définit la croissance comme une augmentation des biens et services en termes réels au cours d'une année dans une zone donnée. En général, l'indicateur central que nous utilisons, nous les économistes, c'est le produit intérieur brut, qu'on appelle couramment PIB. PIB. Merci. Voilà, donc c'est l'indicateur qu'on prend pour mesurer fondamentalement la croissance. Il y a aussi, c'est vrai, le produit national brut, ou bien le PIB divisé par le nombre d'habitants, ce qu'on appelle le PIB par tête. Ça veut dire, c'est vrai que dans la maison, si vous avez 5 000, il faut qu'on divise 5 000 divisé par le nombre de personnes qui sont dans la maison. Et quand on divise, on trouve que à l'échelle d'un pays, on dit le PIB par tête, par habitant. Le PIB rapporté à la population. C'est cela. Et quand vous parlez de croissance économique, vous parlez souvent du taux d'inflation. Effectivement, du taux d'inflation, effectivement. Le taux d'inflation, effectivement, c'est l'indicateur qui exprime un peu le coût de la vie. Ça veut dire, en général, l'économie, vous avez ce qu'on appelle l'IPC, l'indice des prix à la consommation. On prend un panier de biens. Un panier de biens, ça veut dire c'est plusieurs biens, en fait, qui sont couramment utilisés ou consommés par la population. Et on regarde son évolution sur une période donnée. Donc, on regarde l'évolution, n'est-ce pas, du panier de biens. Et lorsque vous avez un prix, par exemple, nous sommes en 2013, on prend le prix, aujourd'hui nous sommes en mai, on prend le 6 mai, on prend le prix de 6 mai de cette année, le panier en question, et on regarde le prix de l'année dernière, donc on fait le prix de cette année moins le prix de l'année dernière, divisé par le prix de l'année dernière. Donc il nous donne... Attendez, donc ça veut dire le prix qu'on a aujourd'hui, 6 mai, moins le prix qu'on a eu le 6 mai 2012, divisé encore par le prix qu'on a obtenu le 6 mai 2012. Effectivement, merci beaucoup. Voyez-vous, vous êtes économiste. Donc, merci, c'est grâce à vous. Donc avec ça, effectivement, vous multipliez ça par 100 et vous avez le taux d'inflation. Et c'est le taux d'inflation qui mesure comment Naomi a changé son comportement de consommation suite à une augmentation du prix. D'accord. Si vous avez la baguette de pain, vous avez un panier le matin, je présume, prenez le pain, le chocolat, un certain nombre de choses. Et si le prix du chocolat ou du lait ou du sucre ou bien de l'huile venait à augmenter, automatiquement, si le revenu n'a pas augmenté, vous changez automatiquement de comportement de consommation. Parce que le revenu n'a pas augmenté, les prix ont augmenté. Donc si vous consommiez avant peut-être 2 baguettes de pain, vous allez revoir la baisse, n'est-ce pas, la quantité consommée. Bien sûr. Et l'indicateur qui nous permet de voir le changement du comportement moyen
des agents économiques, c'est le taux d'inflation. On a commencé à parler un peu de chiffres quand on parle de taux d'inflation. On se demande si les pays africains enregistrent des taux de croissance positifs. On sait que pour la croissance démographique, on a connu un boom, mais est-ce que sur le plan économique, cela suit? Effectivement, en 2012 en tout cas, selon les statistiques, il y a au moins un quart des pays africains qui ont connu un taux de croissance supérieur ou égal à 7%. Et la Côte d'Ivoire fait partie. Effectivement, nous faisons partie de notre groupe, effectivement. Merci. Oui, ce qu'on appelle les pays à croissance rapide. Ça veut dire les pays, par exemple, qui n'ont pas eu la croissance de façon constante, mais quand même, au sortir de la guerre, on a eu un taux de croissance quand même positif. Même si on peut contester les chiffres vraiment officiels, mais au moins, il y a eu un taux de croissance positif. Donc, de plus en plus, en tout cas les pays africains, et même au niveau des projections que nous avons au niveau des pays d'Afrique subsaharienne, on nous dit qu'en 2013, nous allons avoir aux alentours de 5,6 de taux de croissance. Tout ce qui est Afrique vraiment subsaharienne. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. La seule mauvaise nouvelle, comme on dit toujours, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'en dépit de la croissance, la population ne sent pas véritablement... logiquement, la croissance signifie qu'on s'enrichit en une année. Si on dit par exemple en Côte d'Ivoire, nous sommes passés d'un taux de croissance de moins 5,6 en 2011 à 8,6 en 2012, ça fait quand même un bond qualitatif et quantitatif de 14,2. C'est beaucoup. Ça veut dire quand même depuis 2011 à 2012, on s'est enrichi. Donc les Ivoiriens devraient sentir ça dans quand même leur quotidien. Parce que vous parlez de quotidien, vous parlez du panier de la ménagère, vous parlez de l'électricité, vous parlez de quoi exactement? Effectivement, Naomi, c'est ça. Bon, on doit augmenter les salaires pour nous permettre effectivement, peut-être dans les solutions, de subvenir à nos voilà, besoins, effectivement, dans les solutions, on va en parler. Il va falloir effectivement qu'on regarde de ce côté-ci. Pourquoi est-ce que, en dépit de la croissance, les Ivoiriens ne vivent pas mieux? La Côte d'Ivoire, selon le classement qu'une étude a montré en 2007, sort le 16e pays le plus cher au monde. Sur 300 villes au monde, l'enquête a concerné 300 villes et a concerné 118 pays. Et Naomi, un pays pauvre comme nous sommes sortis 16e. 16e, c'est-à-dire Abidjan, la 16e ville la plus chère au monde en 2007. Luanda, en Angola, était effectivement, vous savez bien, avec le boom du pétrole, c'était la ville la plus chère au monde en 2007. Luanda, en Angola. Attendez, docteur Prao, reprenons les choses calmement. Vous voulez dire quoi? Ville la plus chère de l'Afrique ou du monde même? Tout en sachant qu'en Suisse, quand même. J'ai dit du monde. Vous voyez, j'ai là les données. Un tableau, oui, allons-y. En 2007, ce n'est pas nous qui l'avons produit. C'est l'OCA International qui l'a produit, une agence qui s'occupe en fait de trouver des chiffres par rapport aux expatriés. Donc, il conseille les expatriés en disant, ah, voilà la ville la plus chère, si vous voulez aller passer des vacances, je préfère que vous alliez ici. Voilà. Donc, premièrement, c'est Luanda. Deuxièmement, Oslo. Troisièmement, Moscou. Stanver, c'est en Norvège. Attendez, Luanda, c'est en Angola. En Angola. Oslo, c'est en Norvège. Moscou, c'est en Russie. Oui. Donc, c'est le classement qu'on a comme ça. C'est le classement qu'on a comme ça. D'accord. Voilà, vous voyez, mais en fait, l'Angola, en 2006, ils étaient deuxième. Mais en 2007, ils ont lutté pour passer en première position. Quoi. Ils sont premiers. Donc, vous voyez, Abidjan est la plus chère. Bien avant nous, il y a Bâle, qui est 15e. Et nous, en Suisse. En Suisse. Et juste après nous, vous voyez que Naomi, quand même. Oui, on était 18e. Oui, mais là, on veut atteindre les 10 premiers. Donc, 18e en 2006 et puis là, carrément en 2007, on arrive à la 16e place. À la 16e place. Donc, vous voyez que... c'est un grand tableau, on ne pourra pas citer tous les pays. On peut pas tout citer, et ce qui est un peu étonnant, c'est qu'avant, c'était... permettez-moi, amis téléspectateurs, s'il vous plaît, de me retrouver dans mes notes. Avant, c'était Abidjan. Pardon, c'était Dakar. Dakar, oui. C'était la ville la plus chère par rapport à Abidjan et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Dakar est passé en 20e position. Ça veut dire qu'il y a eu quand même des efforts là-bas. Et nous aussi, on doit faire des efforts pour changer la donne. Il y a eu des efforts. Attends, on est plus cher qu'à Paris, vous croyez? Oui, ce sont... Paris classé 24e. C'est pas moi qui le dis, Naomi. Ce sont des études vraiment indépendantes. Strasbourg, 30e. 30e, voilà, vous voyez. Vous voyez que ce n'est pas correct. Dans tous les cas, le ministre des PME, M. Billon, l'a dit tout récemment, à Fratété Martin, il a dit effectivement que nous étions très chers en Côte d'Ivoire. Et c'est la vérité, c'est ce qui fait que les gens râlent, les gens grognent,
Parce que effectivement les revenus n'augmentent pas depuis quand même quelques années. Et puis bon, le coût de la vie gagne du terrain. Alors, on va donner quelques raisons. D'accord, voilà. Quelles sont les raisons? Ben oui, on constate, tout est cher, tout est cher. Tout est cher, effectivement. Vous avez déjà dit, Naomi, c'était bien dit. Quand on parle de la vie chère, il y a effectivement les biens de première nécessité. Ça veut dire le riz, l'huile, lait, sucre, etc. Il y a aussi la télécommunication, il y a aussi les services bancaires. Effectivement, c'est ce qui fait qu'en Afrique, surtout, on ne règle pas les problèmes de façon globale. Et pourquoi est-ce que peut-être le prix du riz, du maïs, du pain, par exemple, augmente? Alors, les raisons qu'on donne aujourd'hui au niveau international, c'est que premièrement, ça dépend de l'envolée, n'est-ce pas, du prix du pétrole. Le pétrole, vous savez bien, l'énergie, on va dire globalement, rentre dans vraiment la production de quasiment tous les biens que nous consommons aujourd'hui. Voilà. Vous êtes obligé pour aller à Zagué prendre peut-être les bananes ou bien les aubergines, vous êtes obligé de prendre un véhicule. Donc, toujours l'énergie. Donc, quand le prix du pétrole, le baril du pétrole augmente, automatiquement, ça se répercute dans vraiment le prix de revient sur tous les produits. Donc, c'est une raison. La deuxième raison, c'est aujourd'hui l'accroissement de la demande au niveau des pays de l'Asie. Quand vous prenez aujourd'hui les pays qui sont émergents, vous prenez par exemple la Chine. La Chine, c'est quand même des milliards d'habitants. Et la Chine, vu que la Chine devient une économie émergente, donc les besoins deviennent de plus en plus croissants. Donc les gens ont besoin beaucoup d'énergie, beaucoup de céréales, beaucoup de riz, etc., etc. Alors donc cette pression-là fait que, effectivement, le prix, parce que sur le marché, bien entendu, le prix est déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande. Donc quand la demande est forte, pour une offre donnée, bien entendu, le prix va augmenter. C'est ça. Il y a aussi, depuis quelques années, puisqu'on dit, on en a parlé la semaine dernière, le développement durable. Donc, pour lutter contre le développement durable, de plus en plus, on parle de biocarburants. Ça veut dire l'énergie verte, donc les carburants autres que le pétrole, pour ne pas trop être dépendant de ces pays-là. Donc, il y a aujourd'hui, on transforme le maïs, on transforme le blé, on transforme la canne à sucre en carburant. Ce qui devait nourrir, nous les hommes d'armée, nourrir les animaux et nourrir les autos. Donc finalement, il va avoir... Finalement, les machines, hommes et machines, hommes et ça va machines, être compliqué. ça va être compliqué. Donc finalement, il y a une certaine pénurie au niveau des matières premières. C'est ce qui fait que ça donne une tension sur le marché de ces céréales-là. Et puis on peut dire aussi qu'on devient de plus en plus paresseux. Hein. On demande beaucoup plus d'énergie. Aujourd'hui, on a le micro-ondes, réfrigérateur, voilà, climatiseur, téléviseur. Comprenez? Et même pour éteindre la télévision, on a du mal à se lever pour éteindre. On a encore des télécommandes. Donc, au fur et à mesure, pour notre confort, on demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Vous avez raison. Et il y a aussi des facteurs structurels. En tout cas, vous avez dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'au Sénégal, ils ont fait des efforts? Effectivement, il y a des facteurs structurels. C'est la structure de nos économies. Naomi, depuis la colonisation, les pays africains se sont en tout cas érigés où on nous a imposé cela. Nous sommes un réservoir de matières premières et un déversoir des produits manufacturés. Alors, on n'a pas cherché à développer l'agriculture vivrière. Jamais. On a pris le comportement exporté et importé d'ailleurs. Qui est-ce qui dit qu'effectivement, on devait nous habituer par exemple à manger la pâte, par exemple? Donc, on a vu ce comportement-là et cela n'a pas changé la structure de notre économie. Nous sommes dépendants aujourd'hui de l'extérieur, même au niveau de la nourriture. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, où la balance, je veux dire, des paiements est constamment déficitaire, due essentiellement à l'importation du riz. C'est quand même dommage. Quand vous prenez un pays comme le Japon n'a pas de terre. Le Japon n'est pas un pays agricole. Le Japon n'a pas de matières premières, n'a pas de pétrole, n'a rien. Mais quand on a faim en Afrique, c'est le Japon qui nous envoie des tonnes de riz. C'est humiliant. Donc il faut revoir de façon structurelle, vraiment pour ne pas que nous soyons des économies dépendantes, n'est-ce pas, des pays européens. Donc, de façon structurelle, il y a ça. Il y a aussi le chômage des jeunes. Parce que quand on parle du coût de la vie, Naomi, si vous êtes seul à pouvoir nourrir 1000 bouches dans votre famille, il va sans dire que vous allez sentir. Il y a ça. Donc, énormément. Voilà, énormément. Donc, il y a aussi le chômage, je veux dire... Le porte-monnaie en souffre. Voilà, il y a le chômage des jeunes qui biaise ce qu'on appelle la répartition des revenus. Si vous êtes en Afrique, lorsque vous êtes un fonctionnaire, vous n'êtes pas fonctionnaire de votre famille, non seulement du village, mais de toute la région. Bon, il va sans dire qu'effectivement, vous allez toujours sentir de façon avec une grande acuité, n'est-ce pas, le coût de la vie. Voilà. Et est-ce qu'au-delà du phénomène du chômage des jeunes, on a un autre fait? Oui, il y a aussi la pauvreté. Il y a aussi la pauvreté qui est vraiment galopante. En Côte d'Ivoire, par exemple, en dépit de la croissance, il faut le dire, un Ivoirien sur deux est pauvre. Et 63% par exemple des Ivoiriens sont analphabètes. Et tout cela, bien entendu,
Vous savez, on en a discuté ici. Le capital humain, lorsque Naomi, par exemple, vous êtes productrice de richesse. Quand vous avez un savoir, le savoir peut se matérialiser en richesse. Et nous avons dit, au niveau du coût de la vie, soit, si on veut lutter contre le coût de la vie, soit on augmente les revenus. Tous les gars, par ailleurs, même si les prix augmentent. C'est si les prix augmentent, quand on augmente les revenus, vous ne sentez pas. C'est ça. On le sent, d'autant plus que les prix augmentant, les revenus n'ont pas suivi. Et tout récemment, pour le cas de notre pays, le patronat a demandé à ce que, par exemple, le SMIC soit revu à la hausse, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est de 36 700 francs. On a demandé à ce que ce soit révalorisé à 60 000 francs CFA pour pouvoir quand même donner un coup de pouce aux familles. Parce que n'oubliez pas, l'économie a besoin qu'on consomme. Lorsqu'on ne consomme pas, Naomi, si vous produisez des biens et services, si vous les produisez en quantité et que nous ne consommons pas, ben vous faites des invendus, vous faites des pertes, et ce sont des gens que vous allez licencier. Parce que même si vous avez beau aimer vos employés, vous n'allez pas quand même donner votre sang à vos employés. Il faut que nous consommions ce que vous produisez. Donc il y a ce problème-là. Et quand vous relevez toutes ces difficultés, est-ce que vous avez des propositions de solutions? Et oui, effectivement. Un économiste qui ne propose pas, il n'en est pas un. Il faut toujours proposer. Et donc, déjà, c'est bien dit ça. Rapidement, déjà, vous savez, en Afrique, lorsqu'il y a déjà le coût de la vie, vous avez vu quand le prix du riz augmente, tout de suite, on voit le gouvernement court déjà, on voit le Premier ministre, est-ce qu'on ne peut pas faire un effort au niveau de la taxe? C'est-à-dire, on baisse rapidement tout de suite la taxe. Et puis, quand on baisse la taxe, encore faut-il que les intermédiaires, parce que depuis le port jusqu'aux petits détaillants que nous sommes, il y a beaucoup quand même qui existent entre les deux. Est-ce que le gouvernement fait un effort pour que ces mesures soient respectées? Donc il y a ça. Et ce matin, nous sommes venus dire à la télévision qu'il ne faut pas se contenter seulement de penser au riz et au lait. Lorsqu'on parle du coût de la vie, Naomi, aujourd'hui, Naomi, regardez, le téléphone que nous avons. Nous sommes habitués aujourd'hui. Ça fait partie du panier de la ménagère aujourd'hui. Vous ne pouvez rien faire sans votre téléphone portable. Je dis rien. Mais quand vous allez à la banque aujourd'hui, les services bancaires, puisque effectivement nous ne sommes plus comme au village où nous déposons l'argent sous le matelas. Non, on nous demande de déposer l'argent à la banque. Donc de temps en temps, vous faites un tour à la banque et vous faites des opérations. Et tout cela, il faut que les autorités voient de près les frais qu'on nous prélève. Voyez-vous, Naomi, ce n'est pas normal. Quand en Côte d'Ivoire, pour qu'un individu demande sa position bancaire, c'est-à-dire, je vous donne l'argent de garder, c'est mon argent. J'arrive, je dis, bon, Madame Naomi, j'ai combien? Docteur Prao, vous avez 10 000 et puis vous me défalquez 500 francs. Pourquoi? C'est vrai. C'est du vol. Et ça se fait en Côte d'Ivoire. Vous voulez lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Il faut voir de ce côté-ci. Il faut voir au niveau de la téléphonie. Il y a une étude qui a été menée en Côte d'Ivoire qui dit que non seulement les entreprises de téléphonie ne respectent pas les cahiers de charges, mais la téléphonie coûte cher. Pour ceux qui ont fait un peu l'Europe, regardez un peu. Quand vous débarquez, dès que vous venez, vous chargez votre portable 5 000 francs, ça fait même pas 3 000, c'est fini. Pourquoi? C'est tout cela qui fait que nous sommes chers que Berne en Suisse. Il faut que ça change. Donc, il faut vraiment ce que j'appelle la thérapie globale. Il ne faut pas se contenter seulement de dire on va enlever quelques tasses sur le riz, sur le lait. Non. Il faut regarder le lait. Les Ivoiriens, on fait une étude d'abord. Et puis on regarde qu'est-ce qui rentre dans le panier, qu'est-ce qui fait que les Ivoiriens, en fait dans le panier, qu'est-ce qui coûte cher dans nos 100 000 que nous avons par mois. On dit bon, voilà, c'est la maison. Non, mais vous trouvez normal quand en Côte d'Ivoire, pour pouvoir avoir accès à une maison, on vous demande par exemple 2 ans de loyer avant. Vous nous dites... C'est pas normal. C'est pas normal. On nous dit on veut lutter contre la vie chère. Mais allez-y, regardez de ce côté-ci. On ne regarde jamais de ce côté-ci. On regarde seulement le riz, l'huile, et puis on s'assoit là. On nous vole du côté de la téléphonie, on ne dit rien. Du côté des services bancaires, on ne dit rien. Du côté du logement, on ne dit rien. Mais il y a tellement de secteurs qui doivent être touchés. Merci, c'est ce que nous appelons la thérapie globale. C'est-à-dire qu'il faut regarder tous ces secteurs-là et il faut agir. J'ai pas envie de parler comme l'autre en global. Voilà. Disons donc qu'il faut regarder tous les secteurs. Tous les secteurs et surtout, il faut revoir du côté de l'agriculture vivrière. Aujourd'hui, nous avons dit sur ce plateau, on fait la promotion de l'EVA, du palmier à huile, de tout ce que vous savez, parce que ça enrichit à une vitesse vertigineuse. Mais il faut bien dire, un homme qui a faim n'est pas un homme qui est libre. Si une économie n'arrive pas à nourrir les siens, ce n'est pas une économie qui va se développer et ce n'est pas une économie qui peut prétendre à l'émergence. Donc il faut que nous investissions massivement dans l'agriculture. Et dans le PND du président, ça je le dis, cher président, vous n'accordez pas trop d'intérêt, n'est-ce pas, à l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est le maillon faible. Le secteur, comment on appelle ça, secondaire et tertiaire vont croître à hauteur de 11 et 12% et l'agriculture va croître seulement à 0,6%. Ce n'est pas bon. Nous sommes dans un pays rural, 66% de la population active en Côte d'Ivoire vit de l'agriculture. Il va falloir qu'on regarde de ce côté-ci. Il y a l'aubergine, il y a le piment, il y a tout en Côte d'Ivoire. Même le maïs, on n'a pas besoin d'importer le maïs. Il faut que quand même la terre, Dieu nous a donné la terre. Dieu nous a donné la terre.
Nous avons quand même des forêts dans ce pays-là. Il faut quand même une volonté politique. Ne pas donner aussi nos terres aussi, je veux dire, aux multinationales qui vont venir produire. Elles vont nous dire plutôt qu'elles vont produire du riz pour nous, du maïs pour nous. Mais attention, il faut qu'on leur donne un cahier de charges clair et net. Lorsque vous allez produire, je parle à Drevis, vous allez produire, il va falloir que, en tout cas, la quasi-totalité de la production soit déversée sur le marché national pour nourrir les Ivoiriens. Voilà, parce que... Vous n'allez pas produire ici pour exporter. Non, c'est pas correct. Donc voilà, il faut que vraiment de façon globale, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Docteur Prao, en dehors de vos passages sur nos différents plateaux de RTI 1, est-ce que vous avez déjà pensé à faire un document à adresser au président de la République, ou même si ce n'est pas le président de la République, à certains ministres de notre pays? Vous savez, Naomi, moi je suis... Vous menez des études? Oui, on mène des études, nous sommes des enseignants chercheurs. Ailleurs, je dis ailleurs, sous d'autres tropiques, sous d'autres cieux. Et quand on vient comme ça sur vos plateaux, après, c'est vrai, nous sommes constamment contactés par des structures pour que nous donnons des conférences, des études, oui. Mais, enfin, on a été contactés par le gouvernement, mais un proche du pouvoir nous a contactés. Nous sommes à la disposition. Je veux dire, je ne suis pas le seul dans ce pays. La matière première, on a beaucoup d'économistes et de qualité dans ce pays. Sauf que, bon, lorsque vous n'êtes pas des sérails, bon, alors qu'ailleurs, ce n'est pas une question de sérails. C'est une question de vision pour son pays. Alors, n'entrons pas trop dans un autre débat. Voilà. Ok. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi avoir une politique de concurrence pour lutter contre la vie chère? Effectivement, non, mais vous avez raison. Et là encore, je cite M. Bignon, qui a quand même vraiment des propensions à vouloir faire des efforts pour nous. Ça, il faut le citer, ce monsieur-là. Il a dit, en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'autorité de la concurrence. Voilà. Naomi, je suis au pouvoir, je connais Naomi, et puis bon, Naomi veut importer le riz, et puis on donne à Naomi vraiment un monopole dans l'importation des riz. Alors ça, ce n'est pas bon. Nous avons vu que les monopoles, le protectionnisme, détruisent vraiment la vie des gens, en ce sens que le protectionnisme, les monopoles font en sorte que les prix sont constamment élevés. Donc il va falloir une autorité de concurrence pour voir clair, comme on dit en Côte d'Ivoire, vraiment dans les prix. Ça veut dire, vous savez en Afrique c'est comme ça, hein? Il y a seulement un seul proche, quelque part, qui a des acquaintances avec le pouvoir, qui a le monopole par exemple de l'importation du riz, du lait, etc. etc. Donc l'autorité de concurrence, en créant une infraction à la concurrence, ça veut dire si on voit par exemple que vous êtes seul, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que c'est Naomi seul qui importe le riz en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui veulent vraiment... Voilà, importer, et puis bon, il y a eu des entraves et autres. Proposer des prix. Vous proposer des prix, parce que vous savez, la concurrence abaisse les prix. Si vous êtes 2 ou 4 ou 5 ou 10 à proposer la même marchandise, vous allez voir que cela va vraiment aider à la baisse, n'est-ce pas, des prix. Alors que si vous êtes seul, comme vous êtes seul, vous faites le petit malin et vous proposez le prix que vous voulez. Malheureusement. Malheureusement, et c'est au détriment, n'est-ce pas, du bien-être des consommateurs que nous sommes. Donc, nous saluons effectivement le ministre Bignon, qui a dit, qui est le ministre des PME et de l'artisanat, qui fait un effort quand même. Ministre des PME, mais en dehors de cela, je crois maintenant président du Conseil général de la région du Hambol. Voilà, il a déjà fait supprimer des taxes qu'une structure de commercialisation en Côte d'Ivoire prenait. L'OPCV prenait sur la filière de la commercialisation des produits vivriers. Il a fait supprimer cette taxe-là. Et il a par exemple dit que les raquettes au niveau sur la route, par exemple, coûtent 350 milliards de francs CFA à l'économie. Non, mais voyez-vous, si je vais au Burkina, je vais payer les bœufs que je viens avec. Sur la route, vous m'escroquez 600 000. Quand j'arrive à Port-Boué ou à Bobo, je fais quoi? Je suis obligé de répercuter tout ce que j'ai dépensé sur le prix de revient. Et c'est nous qui souffrons. Donc, vous voyez, ce que nous sommes en train de dire ce matin, c'est qu'au-delà de la thérapie spécifique que je dis sur le riz, le lait, il faut avoir une thérapie globale et il faut lutter aussi contre la corruption vraiment dans tous les domaines. Parce que, bon, voilà, si vous êtes escroqué, Naomi, vous serez obligé de répercuter cette escroquerie, le coût de l'escroquerie sur le prix de votre production. Mais vous savez, souvent, pas que je veux être défenseur du diable,
mais il y a des personnes que j'arrive souvent à comprendre. Vous comprenez, les salaires ne sont pas élevés et ces personnes-là, c'est comme si elles ont... J'arrive, c'est comme si on leur donnait les moyens de pouvoir développer, j'ai envie de dire comme ça, la corruption. Vous pensez que si quelqu'un est bien payé, est-ce que cette personne-là serait emmenée à mal se comporter? Non, c'est une question de vertu. Oui, d'accord, question de vertu, mais il faut comprendre aussi que souvent, la pauvreté, la misère emmène certaines personnes à être transformées. Hein. Un enseignant, par exemple, comme moi, un petit enseignant comme moi, qui est un petit fonctionnaire comme moi, avec son petit salaire. Ben, merci pour l'humilité. Non, avec son petit... J'ai mon salaire et je m'en contente. Quand vous avez un boulot comme le nôtre, qui est-ce que vous allez escroquer? C'est parce que d'autres sont tentés. Je comprends bien. Quand vous voyez le petit policier, vous voyez le médecin qui est là. Mais ce n'est pas normal. Parce que le serment d'Hippocrate, vous les médecins, je vous parle, vous amis docteurs, mais ce n'est pas normal que la bonne dame qui arrive, les gens meurent. Beaucoup de personnes auront chaud aujourd'hui, docteur Prao. Effectivement, on n'a pas déposé 10 000 ou 100 000 francs. Ce n'est pas normal. Au-delà de ce que nous avons comme argent, mais Dieu nous regarde aussi. Nous avons prêté serment. Moi, on ne m'a pas mis un couteau à la gorge pour être enseignant d'université. J'ai aimé ce boulot parce que je pense que j'ai un savoir que je dois transmettre. Et cela, il est divin. Et quand vous l'acceptez, attendez que Dieu vous remercie. Attendez que Dieu vous bénisse. Donc, ce n'est pas une raison. Le petit policier, effectivement, par exemple, hier, lorsque j'étais à la Palmeraie, parce que j'ai brûlé le feu rouge, effectivement, je sais que je suis en infraction, on peut me dire, Monsieur Prao, vous avez tort. Parce que le policier n'est pas là pour réprimer. En Europe, le policier, il vous prend et dit non, vous n'avez pas mis la ceinture, désormais ne le faites pas parce que vous avez des enfants dans la voiture, c'est pour votre propre sécurité. Voilà comment ça se fait. Vous ne m'extorquez pas 2000 francs. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, c'est de tout cela qu'on parle. Non, Naomi, il faut que dans ce pays, à un moment donné, on parle sans tabou. Non, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, mais je suis aussi en train de dire que si on doit parler du coût de la vie, il faut aussi qu'on augmente les salaires. 2 heures d'émission ne vont pas suffire. Vous comprenez? Il y a tellement de secteurs. Vous avez raison aussi, Naomi, vous avez raison de dire qu'il va falloir qu'on augmente aussi les salaires. Oui, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour qu'on manque de vertu. Voilà. Il faut, comme vous venez de le dire, avoir peur de Dieu. Si vous n'avez pas peur de votre prochain, ayez peur de celui qui est en haut et qui nous regarde. Avec Dr Prao, nous avons parlé de la croissance économique et surtout du coût de la vie dans le monde et dans notre pays. Dr Prao, c'est avec beaucoup de plaisir. Tout à l'heure, vous avez cité le ministre Bion. Et on s'est rappelé, Orokia Sissoko et moi, qu'il était à Ambol, c'était lors des campagnes. Et il a offert un grand concert à la population de Katiola. On veut saluer en tout cas toutes les populations de la région du Ambol. Il a fait venir Ismaël Isaac. Et Mewé. Que j'aime bien. Ah, voilà. Et c'est bon, hein. Vous aimez bien le mini, vous aimez bien Ismaël Isaac. Le Kangaba des Trèches, comme on l'appelle chez nous. Et c'est avec ces images que nous vous disons au revoir. Et on vous souhaite une excellente journée, ainsi qu'à vous téléspectateurs. Mais vous restez avec nous jusqu'à 8 h. À tout de suite. Plus fort!
Orokia Sissoko, on était à Kachola et puis par la magie de la télé, on se retrouve dans notre studio B à Abidjan. Et Naomi a un magnifique bébé entre les mains. Merci Orokia de me laisser ce son en fond sonore, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et avec la musique de Ismaël Isaac, on vous présente un magnifique bébé ce matin. Soyez rassurés, c'est pas encore le bébé de Naomi, ça va pas tarder si Dieu le permet. Je suis avec une maman qui a du mal à contenir sa joie. L'histoire, c'est que elle a passé 10 ans dans un foyer en attente d'un enfant. Et Dieu, dans sa bonté, a répondu à sa prière. Dieu, dans sa bonté, a fait un miracle dans sa vie. Et il y a eu une personne mal intentionnée qui est repartie avec ce bébé, laissant la femme malade, laissant la femme dans les pleurs. Je dis malade parce qu'elle a subi une césarienne pour avoir ce bébé. Et c'est la femme d'un de nos collègues. Et la joie est je ne sais pas comment vous dire, les gens perdent mon latin, amis téléspectateurs, c'est extraordinaire. Elle est avec nous ce matin sur ce plateau pour dire merci. Infiniment merci à vous téléspectateurs, grâce à vos appels, grâce à votre solidarité, votre soutien. Enfin, elle a retrouvé son bébé. Vous imaginez, 10 ans après, elle a un bébé et puis quelqu'un vient lui voler ce bébé. Alors, madame, j'ai tout dit. Hein. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis à l'état civil assis à Maryse, mon nom à l'état civil. Voilà. D'accord. Alors, maman Maryse, vous savez quoi? Je vais demander à Orokia de mettre ce son de Mewé là pour marquer que nous sommes très contents. On va danser encore un peu avec le bébé. Allez, Orokia, mets-nous le son de Mewé. Et bah! Le bébé même sourit. Merci Orokia, on pourra montrer cet extrait prochainement aux téléspectateurs. Ah, le bébé même sourit, on dit rouler moutou, il a retrouvé le moutou de sa maman, il est tout content là. Alors maman, qu'est-ce qui s'est passé? On va rappeler rapidement, vous avez eu l'enfant et qui vous a volé ce bébé? En fait, c'est la nounou du bébé. Je l'ai recruté le jeudi et le vendredi, le lendemain qui a suivi, elle est partie avec le bébé. Quand je suis allée faire un poste. Voilà, bien sûr. Voilà, et vous arrivez à la maison, vous constatez que l'enfant n'est plus là. L'enfant n'est plus là. Je constate l'absence de son lait, de son biberon, de quelques vêtements. En fait, tout ce qui prouvait que l'enfant a été enlevé. Tout ce qui pouvait prouver que l'enfant a été enlevé. Et vous venez sur notre plateau. Votre mari est notre collègue. C'est vrai que c'est une chose qu'on ne nous permettait pas, mais c'est notre collègue, je veux dire, c'est la famille. On était obligés de pouvoir retrouver ce bout de chou. Et grâce au directeur général de la RTI, à qui on dit merci, M. Akassaï Lazare, merci aussi au directeur de la production, Cissé Mohamed Lamine. Ils ont donné leur autorisation pour qu'on puisse faire le communiqué. Et comment ça se passe pour que vous retrouviez le bébé? Bon, la seule piste qu'on avait, c'était celui du mari de la nounou. En fait, la nounou est mariée à un monsieur dans les environs de Galois. D'accord.
Et étant là-bas, le monsieur portait une grossesse. Et elle a décidé de venir à Abidjan, comme on le dit, se chercher. D'accord. Donc pour le monsieur, sa femme est enceinte. Sa femme enceinte. Elle est venue travailler à Abidjan, mais elle va accoucher bientôt et ramener son enfant. Ok. Donc, bon, maintenant, on ne sait pas si la grossesse s'est passée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui. Mais il fallait qu'elle retourne dans son foyer, reconquérir son mari avec un bébé. Et par malheur, ça a été le mien. Ça a été votre bébé. C'était mon bébé. Donc, elle a pris et elle allait même jusqu'à Gagnoa, l'enfant. Il a dormi là-bas, c'est le lendemain que le mari a fait revenir l'enfant. Comment ce monsieur s'appelle? Doucouré. Monsieur Doucouré. Au nom de toute la RTI, on vous dit merci. Parce que le monsieur aurait pu garder aussi l'enfant. Peut-être qu'il désire un enfant aussi. Oui. Mais il s'est dit que nous devons être honnêtes. Monsieur Dr Prao disait tout à l'heure, si vous n'avez pas peur de votre prochain, ayez peur de Dieu. Monsieur Doucouré, merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rende au centuple ce que vous venez de faire. Merci. Donc, il vous ramène le bébé. C'est quand qu'il vous ramène le bébé? En fait, ils n'ont pas ramené l'enfant. Oui, ils vous ont appelé pour dire... Oui, ils nous ont appelé pour dire que, bon, la fille voulait ramener le bébé, mais qu'elle avait peur. Donc, nous, on lui a dit, si elle a peur, qu'elle dépose l'enfant dans un lieu public, soit dans une église. On va aller le récupérer. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a attendu aux environs de 19h, samedi 19h. Elle a déposé devant une mosquée à Sakidiba. Elle nous a appelés, on allait chercher le petit. D'accord, d'accord. Ok, Sissoko, pardon, hein, je sais qu'on a un conducteur qu'on doit suivre, mais nous, on est tellement contents sur ce plateau. C'est possible d'avoir encore la musique de Mewe. Merci de demander à Ok Sissoko de me mettre une petite chanson d'ambiance pour qu'on dise au revoir à la maman. Ah non, non. Elle a prévu autre chose. Ok Sissoko me fait signe qu'elle a plutôt prévu la prestation d'un artiste qui a chanté pour les mamans. Vous savez que nous sommes dans le mois de mai et qu'en fin de ce mois, on doit célébrer les mamans. En tant que maman, est-ce que vous avez un message à adresser à ces mamans qui ont envie d'être à votre place aujourd'hui, après 10 ans hein, vous atteignez pratiquement dans quelques... j'ai pas envie de dire votre âge exact, mais dans pas moins de 5 ans, vous allez atteindre la ménopause. Vous n'êtes pas très loin et Dieu vous fait ce miracle-là. D'accord. Il y a des mamans qui sont dans votre cas. Est-ce que vous avez un message pour elles? Ce que je leur dis, c'est de garder espoir. De garder espoir, de prier beaucoup. C'est seul Dieu peut faire ce miracle. Le miracle que j'ai. Elle a les larmes aux yeux, la femme, voilà. En tout cas, donc, merci d'être venue sur notre plateau. Qu'elle garde espoir, qu'elle prie beaucoup, qu'elle se confie à Dieu. Merci. Maman, merci d'être venue. Et comment il s'appelle ce mignon bout de chou? Il est mignon et puis il ressemble trop à son papa. Oh là là. Comment il s'appelle le bébé? Ouattara Mohamed. Ouattara Mohamed. Précieux. Ah, vraiment précieux, vraiment. Mon petit trésor, bienvenue chez toi. Bon retour à la maison parce que franchement, tu t'es allé très loin. Amis téléspectateurs, l'occasion nous est donnée à présent pour nous excuser auprès de tous les fans de la musique reggae qui se sont déplacés la semaine dernière pour l'enregistrement de l'émission Samedi avec l'artiste Spyro. On dit que l'homme propose et Dieu dispose. Et Dieu a disposé la pluie ce jour-là. Malheureusement, on n'a pas pu enregistrer. On a enregistré un tout petit peu, un bout d'émission. Et on voudrait donc s'excuser auprès de tous ces fans qui sont venus nombreux faire la fête avec nous. Et surtout nous excuser auprès de l'artiste. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un enregistrement qu'on va reprendre à une date qui vous sera communiquée dans nos prochaines éditions. Et lors de cet enregistrement, Spyro a chanté une chanson en l'honneur des mamans. C'est pour vous, maman ainsi, maman du bébé Ouattara. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, gardez bien notre précieux. Hein. Vraiment. Amis téléspectateurs, on se retrouve juste après cet extrait. Alain Amani Gouli, que vous connaissez sous l'appellation Spyro, est avant tout un excellent percussionniste, talent qui n'a jamais hésité à mettre à contribution lors des événements culturels lorsqu'il était encore à Boaké, la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire. En 2001, il adopte le nom d'artiste Spyro et intègre sa première formation musicale nommée Les Chevaliers du Temple Oublié, en abrégé CTO. De cette formation, Spyro rêve d'une reconnaissance mondiale, un idéal dont il se rapproche à petit trot en intégrant le Kimson Gangstar, l'une des célèbres formations d'interprétation. Viendront ensuite les œuvres en solo comme Diamo Diamo, sans oublier des featuring avec des noms comme Didi Awadi, Daddy Maki et Kajim.
Cher public et cher Naomi, le représentant ivoirien au prix découverte RFI France 24 2012 est à vous. Spyro, bienvenue sur Samedi Samedi. Oh, écoute mon frère, écoute ma... Chose promise et chose due. Voici pour vous le fils de Just Spyro. Yeah. Ce morceau est dédié à toutes les mamans. Est-ce qu'elles sont présentes? Yeah. Lord. Yes. Hommage à toi qui as supporté mes caprices. Malgré mes fautes, je demeure toujours ton fils. Le temps passe si vite comme si c'était hier. Aujourd'hui, conscient je suis et j'en suis fier. Momo, sous le poids de mes ans. Momo, tu n'as cessé de me nourrir. Momo, maintenir mes descendants. Momo, tu n'as cessé de les couvrir. Magnifique maman, égrène son chapelet et implore Mighty Jah pour me voir prospérer. Magnifique maman, égrène son chapelet. Aujourd'hui que j'ai grandi, je viens te remercier. Maman, don't cry. Maman, Nasuko. Maman, don't cry. Maman, Nasuko. Samedi, si ça te dit, est-ce que tu es avec moi ce soir? Ah wow. Yeah. Toujours prête à me donner de bons conseils, m'enseignant la tradition dans la modernisation. Maman, jamais je te laisserai tomber. Même loin de toi, je suis toujours à tes côtés. Si pour certains ta valeur n'est pas considérée, Spyro dit que tes efforts seront récompensés. Maman, don't cry. Maman, Nasuko. Maman, don't cry. Maman, Nasuko. Bobo. Yeah! Okay. Tout le monde. Ha! Whoa, 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 whoa. Yeah, yeah. Oh, whoa. I'm ya keme mo unde te kale. Epe yanglo manye be uri amo. I'm ya keme mo de pipi kale. Epe yanglo manye be uri amo. Sande mini wakaki ba e fwae. Kanso e sensi kemini wa. Sande mini wakaki dure fwae. Kanso e sensi kemini wa. Sande mini wakaki yare fwae. Kanso e sensi kemini wa. Sande mini wakaki sika fwae. Bobo, mama don't cry. Mama Nasuko. Mama don't cry. Mama Nasuko, Naso. Toujours prête à me donner de bons conseils, m'enseignant la tradition dans la modernisation. Maman, jamais je te laisserai tomber. Même de toi, je suis toujours à tes côtés. Si pour certains ta valeur n'est pas considérée, Spyro dit que tes efforts seront récompensés. Mama don't cry. Mama Nasuko. Mama don't cry. Mama Nasuko. Naso. Est-ce que vous êtes avec moi? Nice. Quel que soit son handicap, elle demeure toujours ta mère. Mais jamais honte de ta mère. Aussi démunie qu'elle soit, tu lui dois du respect. Elle a souffert pour moi pour que tu sois. Elle a tout sacrifié, tout accepté pour toi. Réjouis-toi de la voir vivante auprès de toi. Sous le poids de tes ans, elle a cessé de te nourrir. Non, maternité descendant, elle a cessé de la couvrir.
Magnifique maman, et graine son chapelet. Et un blond, my teacher pour me voir prospérer. Magnifique maman, et graine son chapelet. Et je dis que j'ai grandi, je viens te remercier. Maman, don't cry. Maman, that's to go. Maman, don't cry. Maman, that's to go. Yeah, maman, don't cry. Maman, ne pleure pas. Tout à l'heure, avec la maman qui était sur ce plateau, on a pensé à toutes ces mamans qui désirent avoir un enfant. Écoutez, Dieu existe, il ne vous a pas oublié. C'est pourquoi avec Spyro, je veux dire, maman, don't cry, ne pleure pas. Et je veux me souvenir de ces mamans qui ont été rejetées. Ces mamans qui se sont sacrifiées pour leur enfant. Et à un moment donné, qui ont été traitées de sorcières. Ces mamans qu'on a mis aux oubliettes. Maman, ne pleure pas. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. La fin de ce mois, Oroka Sissoko va nous couper le son, merci. À la fin de ce mois de mai, on célébrera toutes les mamans. Que vous ayez un enfant ou pas, si vous êtes femme, vous êtes mère. Et si vous croyez en Dieu, nous sommes sûrs que vous avez une mission à remplir sur cette terre. Nous pensons aussi à ces mamans qui ont eu ce bonheur d'avoir un bébé entre leurs mains. Et puis, quelques jours après, ou quelques années plus tard, cet enfant est reparti auprès du Père. Et ce matin, je pense particulièrement à maman Oula, Félicité. Elle aussi a recherché un enfant pendant 20 ans. Et Dieu répond à sa prière. L'enfant, à l'âge de 3 ans, repart auprès du Père. C'est terrible, mais c'est la volonté de Dieu. Il est le Créateur, il est le potier, nous sommes l'argile. À lui de faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il le veut. On ne peut pas monter au ciel pour demander des comptes, on peut seulement se soumettre à sa volonté. Maman de Côte d'Ivoire, maman du monde entier, recevez tout l'amour que nous vous donnons. Vous n'avez peut-être pas d'enfants, mais vous êtes peut-être créés pour donner de l'amour à des enfants qui n'ont pas de maman. Et c'est avec cette prestation de Spyro que nous recevons un fan aussi de la musique reggae. Il est fan de sport, mais surtout amoureux de la musique reggae. Et il a peut-être un petit mot à nous dire, parce que le 11 mai, on aura à célébrer l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Oui. D'accord, bonjour. Bonjour. Avant de parler sport, parlons un peu de musique. Mais Bob Marley, c'est ce phénomène jamaïcain qui est mort en Floride, je crois en 1981, qui a marqué l'histoire de la musique pendant une vingtaine d'années, avec un producteur jamaïcain blanc qui s'appelait Chris Blackwell, entouré d'une rythmique reggae de haute portée, les frères Barrett, Aston Family Man, Carlton Barrett, Junior Marvin et tout. C'était très beau, émouvant. Et Bob Marley, qui a commencé avec la musique ska, est devenu une vedette mondiale, une multinationale du reggae. Et depuis une vingtaine d'années, chaque 11 mai, on célèbre un peu ce grand chanteur de musique jamaïcain. Oui, et en dehors même d'être un artiste, on se rend compte que c'est la première superstar issue d'un pays très pauvre. Ben écoutez, Bob Marley a marqué l'histoire de la musique. Après le rock, Bob Marley est venu avec aussi les thèmes qu'il développait à travers des messages assez engagés ont permis à cette star de devenir un modèle, un leader, un homme d'engagement. Et à travers Bob Marley, la Jamaïque revendiquait un certain nombre de gens qui est une certaine oppression. Et donc Bob Marley était l'expression vivante d'une Afrique, de certains peuples qui étaient plus ou moins opprimés. N'oubliez pas de parler de Zimbabwe, avec l'indépendance à Rhodésie, où il intervient, où il fait un concert avec un nombre important de personnes pour marquer un peu la liberté de l'Afrique. C'est un mouvement rastafarien, n'oublions pas que reggae est un peu lié au rastafarisme, avec Haile Selassie qui représente un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. Donc Bob Marley, c'était un leader engagé qui véhiculait un message du rastafarisme, le retour de Zion, avec tous les concepts développés. Mais au-delà de cela, il faut dire que c'est une boîte rythmique de reggae assez huilée, avec derrière un producteur qui a su faire de Bob Marley
une vedette mondiale. Car vous pouvez être talentueux, mais s'il n'y a pas une solution derrière, au niveau marketing, et très bien engagée et bien huilée, c'est évident que vous n'aurez pas à parcourir le monde. Parce que Bob Marley à Londres, à Paris, aux États-Unis et tout, c'était 45 000. Le dernier en date, c'était le concert de Bob Marley au Bourget, en France, avant sa mort, où le stade était plein. Mais cela aussi est dû au fait qu'il y a le talent, mais il y a aussi, comment on appelle ça, la maison qui accompagne par derrière, qui était Island Record. Yeah. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on adore le reggae. On a connu Naomi avec ses émissions reggae. Jah Rastafari, c'était la fille de Jah. Et puis n'oubliez pas aussi que Orokia Sissoko, c'est sa musique préférée. Donc, amis téléspectateurs, vous avez vu tout de suite, elle a trouvé le son de Bob. Et vous, il y a des personnes qui se disent, attendez, c'est le consultant de musique reggae ou le consultant sportif. Je pense que... Vous parlez de votre passion quand même. Oui, je pense quand même qu'il faut, au nom de l'interdisciplinarité, il faut avoir un peu de passion sur tous les domaines. Voilà. Et donc être à l'aise pour parler de musique, de sport, de médecine, de technologie et même de géologie. Mais avant de parler sport, amis téléspectateurs, marquons une petite pause avec ces images de Robert Nesta Marley. It's you that rule the heart, you know. When you speak of Rastafari, touch the heart. Yes, you stand up and talk for my rights. I know what that is. See? And I don't care who the guy is. Because my right is my right, like my life. You know? Jah Rastafari. It's you that rule the heart, you know. When you speak of Rastafari, touch the heart. Ce son, on voudrait encore une fois présenter toutes nos excuses à l'artiste Spyro et au public qui s'est déplacé pour l'enregistrement de samedi. Dieu a disposé de la pluie ce jour-là et malheureusement on a dû interrompre l'enregistrement, mais c'est un rendez-vous qu'on va reprendre très prochainement, amis téléspectateurs. Alors là, il a enlevé sa veste de consultant de musique reggae. Il vient de porter la veste du consultant sportif, Monsieur Dakouri. Parlons football à présent avec les équipes ivoiriennes engagées en Coupe africaine. Effectivement, la Côte d'Ivoire était engagée en compétition africaine à travers 2 clubs, en éliminatoire des Ligues des Champions et aussi en éliminatoire de la Coupe CAF. San Pedro, l'équipe des jeunes Marie Diomandé a réussi l'exploit samedi dernier au stade Robert Champoux de Marcory de pouvoir accéder pour la première fois de son histoire aux phases finales de la Ligue des Champions. San Pedro, qui est champion en titre de Côte d'Ivoire, qui a permis, après 5 ans de disette, à un club ivoirien de pouvoir participer aux phases finales de la Ligue des Champions. La dernière équipe en date qui a eu à participer à cette compétition, ce mini-championnat de la Ligue des Champions, c'était l'ASEC Mimosa face à Al-Ali. C'était en 2005, à l'époque de Yakonon Didier à l'ASEC. De l'autre côté, il y avait bien entendu Mohamed Abou Treika, Wael Goma, Mohamed Barakat, et puis Essam El Adari, la meilleure équipe de l'équipe, la meilleure équipe de Al-Alawi. Cette année, San Pedro permet à la Côte d'Ivoire de renouer avec les phases finales de ce mini-championnat de la Ligue des Champions. Bravo donc à Eugène Diomandé, une équipe de l'intérieur qui vient damer le pion aux équipes d'Abidjan que sont l'ASEC, l'Africa et le Stella, et qui vont participer avec bien entendu Al-Alawi, Espérance de Tunis, Hitland du Nigeria à ce mini-championnat de la Ligue des Champions. Il faut rappeler aussi que cela est lucratif, car chaque équipe qui arrive à ce niveau encaisse 190 millions de la part de la Confédération africaine de la CAF. Et donc San Pedro, champion en titre, va à partir du mois prochain, pendant ces compétitions, encaisser déjà un chèque de 190 millions. C'est bon pour le classement. C'est bon pour le classement CAF pour la Côte d'Ivoire, parce que bien entendu, avec la CAN cadette remportée
et aussi avec l'équipe de San Pedro qui accède à la Ligue des Champions, ça nous fait gagner des places pour une place au classement CAF. À contrario, cela nous aurait fait perdre au moins des places au classement CAF. Car si nous n'avons pas pu, s'il n'y a aucune équipe ivoirienne n'avait pu accéder à la Ligue des Champions, ça allait être difficile au niveau du classement CAF. Et quand on sait que nous sommes fiers de toujours dire que nous sommes premiers au classement CAF africain, perdre ce prestige allait quand même porter préjudice à ceux qui aiment bien la Côte d'Ivoire et les éléphants. Félicitations encore une fois à Eugène Diomondé et à son équipe du CW Sport de San Pedro. Parlons à présent de l'élimination de l'ASEC. Oui, pendant que certains rient, d'autres pleurent. C'est ça qui fait le charme et l'incertitude du football. L'ASEC Mimosa, qui est un club centenaire, qui a quand même énormément marqué l'histoire du football ivoirien, a malheureusement été éliminé à Bujumbura. La SEC a fait 1-0 contre l'Idiac Académique en 8e de finale, aller à Abidjan au stade Champrou, au but de Mvundo Michel de la tête. Au match retour, l'Idiac Académique a égalisé 1-0 et à l'issue des épreuves fatidiques de tir au but, la SEC est tombée à Bujumbura 4-2. Et donc, élimination de la SEC. Comment ils ont fait pour encaisser 4 buts? C'était le tir au but. C'est-à-dire qu'ils ont fait un but, 1-0, 1-0, égalisation parfaite. Donc, ils sont allés à l'épreuve des tirs au but. Malheureusement, les joueurs de la SEC, les joueurs de la SEC n'ont pas eu les pieds heureux et ont été éliminés à Bujumbura. 3 heures de décalage horaire entre Bujumbura et ici, Burundi. En altitude, n'oublions pas que ce sont des conditions extrêmement difficiles car la respiration n'est pas la même. Vous avez affaire à un pays de haut plateau. De temps en temps, l'environnement ambiant est quand même difficile. Cela n'excuse pas la performance de la SEC, mais je veux dire que la SEC est tombée face à une sympathique équipe de l'Idiac Académique. Oui, allons-y. De l'autre côté, San Pedro nous a fait plaisir au stade Robert Champrou. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de gens de la télévision ivoirienne. Vous aurez les images sûrement ce soir sur le coup de 20h45. Mais félicitations à San Pedro, félicitations au portuaire. La Côte d'Ivoire renoue avec les compétitions locales de la Champions League africaine. Et cela à partir du mois prochain. Et courage à la SEC Mimosa. Parlons à présent de cette équipe où on ne crie plus oyez, oyez, oyez. Je parle de l'Africa Sport. Voilà une équipe qui existe, qui est créée depuis 1947, qui a connu des présidents prestigieux, tels M. Simplice Zinsou, Doré Lassina, Alain Donvaï, mais qui est plus ou moins habitué à des coups d'État répétitifs. Voilà une équipe qui est née depuis 1947, qui a un nombre important de titres, qui a beaucoup de supporters, mais qui est plus ou moins stigmatisé par ces effets répétitifs de présidents qu'on permet de quitter, qu'on amène à quitter là-bas. Et qui quittent pas de la Et malheureusement, ces faits divers ne sont pas beaux pour l'Africa. Il y a un président du conseil d'administration qui avait été élu depuis 1 an et demi, qui a promis beaucoup de choses, M. Kone Shekouma. Et depuis 4 ou 5 jours, le conseil d'administration de l'Africa, avec 7 membres contre 4, ont plus ou moins démis M. Kone Shekouma en mettant en lieu et place M. Vagba Alexis pour conduire les rênes de manière provisoire de l'Africa Sport. Pourquoi est-on arrivé à cette situation? Il semblerait qu'au niveau interne, les joueurs et les prestations du club ne sont pas bonnes. L'Africa va de mal en pis, de défaite en défaite, problème de salaire impayé, pas mal de choses qui ont amené les membres du comité d'honneur à créer cette assemblée en démettant M. Kone Shekouma. Celui-ci retorque dans une conférence de presse le lendemain qu'il n'est pas démis, que ce sont là les textes, il ne doit pas quitter son poste de cette manière. On va de mal en pis dans ce club. De l'autre côté, la SEC, bien qu'éliminée, est l'équipe la plus structurée de Côte d'Ivoire. Quand vous allez à Solbeni, vous voyez ce complexe, ce massif architectural, avec tout ce que vous voyez comme commodité de footballeurs, d'équipe professionnelle. La SEC est à des années-lumière de l'Africa. En lieu et place, ce club a besoin de se construire, mais c'est toujours de querelles intestines avec des supporters qui, malheureusement, n'apportent rien au club, mais qui sont là dans l'antichambre pour créer des coups d'État vis-à-vis de ceux qui mettent de l'argent. Alors, visiblement, les méthodes de management modernes sont dépassées au niveau de l'Africa. Il faut revoir
comment gérer ce club. Et donc voilà. On reviendra sur ce sujet dans la mesure où Monsieur Konéchek dit qu'il ne doit pas quitter son poste, il n'est pas démis. Le conseil d'administration dit qu'il est limogé. Bon, attendez, on va voir ce qui va se passer jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant l'athlétisme? Oui, on peut féliciter Monsieur Nicolas Yaoundé-Brimou avec la 18e édition du meeting Gabriel Tiako. Ça a été une fête, organisation parfaite au stade Félix Houphouët-Boigny, avec 115 participants de 15 nationalités différentes. Nous avons vu de beaux athlètes et nous avons découvert un certain Keita Tidjane, le Gambien, qui au 400 mètres a pulvérisé un record africain. 44 secondes 57 centièmes devant Ndaye Amadou du Sénégal et Diakala de notre pays africain. Ça a été une très belle fête. Nous avons vu, en l'absence de Muriel Laouré et Meïté Ben Youssef, de jeunes Ivoiriens étudiants en Chine, comme Kofi Yaou Wilfried et Talou Marie-José, qui ont pulvérisé des records en 100 mètres et en 200 mètres. La star invitée, c'était la botswanaise Amantse Amanto. Elle est venue, elle a montré de très belles choses, tout comme au lancer du disque et tout. C'est dit qu'en dehors du football, quand des fédérations organisent des manifestations, quand bien même le public est boudé, et que cela se passe très bien avec une participation des athlètes ivoiriens qui pulvérisent des records, cela est bien à dire sur les médias. Donc félicitations à M. Nicolas Yaoundé-Brimou qui nous a montré de très belles choses à ce 18e meeting Gabriel Tiako qui, sur le plan de la participation et la qualité des artistes, a été parfaitement réussi. C'était pour faire quand même un banc d'honneur à cette fédération. C'est important, comme vous l'avez dit, de souligner et de saluer ces personnes qui font bien leur travail. Voilà. D'accord, oui, merci d'être venu sur notre plateau. On va se retrouver la semaine prochaine. Avec plaisir. Et puis ne criez pas trop déjà ce samedi, parce que c'est le 11 mai. Ne criez pas trop pour avoir la voix lundi prochain. J'espère être invité par vous, samedi. Ne vous inquiétez pas, c'est un rendez-vous que nous devons prendre assurément pour votre bonheur et le bonheur des téléspectateurs. Merci. Bonne journée. À présent, nous devons recevoir une invitée de la DCM, mais avant de parler avec elle, puisqu'elle nous parle de santé, voyons cet élément qui nous parle de l'hygiène et on parle des toilettes publiques avec Philomène Draman. De cette émission a quelques petits soucis techniques, on voulait bien faire, mais la technique ne nous permet pas d'avoir cet élément. Parlons donc avec Madame Sekaba. Elle a mis le bas aujourd'hui. Sekaba Bernadette, elle est praticienne et si vous êtes habitué à Matin Bonheur, vous savez qu'elle nous rend régulièrement visite pour nous parler des maladies qu'elle soigne à l'aide des plantes médicinales. Bonjour Madame. Bonjour. Nouvelle de ce matin. Bon, je suis là pour parler. Non, ne vous gênez pas. On va mettre toutes les caméras sur moi, puis elle va se mettre à l'aise, amis téléspectateurs. On est avec Madame Sekaba Bernadette, elle est praticienne. Elle parle aujourd'hui des maladies guéries par les plantes. Et j'ai envie de citer le diabète, la stérilité féminine et masculine, la bosse, c'est ça? Oui. Ça va mieux? Oui, ça va. Ok, on y va. Bon, je traite ici avec les plantes. HTA, ça veut dire que hypertension artérielle. Je traite aussi diabète, stérilité des femmes et des hommes. C'est ça. Bosse, ça veut dire gibosité en français. Comme la dernière fois tu m'as posé la question, j'ai dit je ne connais pas. Donc moi aussi, je suis pas prêté pour revenir. Pour revenir. Ça veut dire que pour traiter une femme stérilité, il faut faire échographie d'abord. Il faut aller à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, tu fais une échographie, ils vont te dire tout ce que tu souffres. Et puis, si tu viens, là, on peut te traiter. Mais on ne peut pas traiter, un tradipraticien ne peut pas traiter quelqu'un sans connaître ce que la personne souffre. Même diabète, il faut aller à l'hôpital pour prendre ton taux de glycémie. S'il y en a, s'il n'y en a pas, là, tu traites. Mais si tu dis que tu pisses beaucoup, tu vas boire beaucoup d'eau dans la journée, et puis tu vas dire à quelqu'un que je pisse beaucoup, j'ai diabète. Là, c'est faux. Donc, il faut dire à quelqu'un d'aller, la personne va à l'hôpital pour voir si tu as un diabète, là, on te traite. Maintenant, si on te dit que ton taux de glycémie est monté, là, on peut te traiter. Maintenant aussi, les femmes qui n'enfantent pas, il faut aller à l'hôpital pour voir l'échographie d'abord.
avant qu'on te traite. D'accord, mais maintenant, peu importe la maladie, donc il faut d'abord faire des examens. Avec les résultats, on vient vous voir et vous avez des plantes pour soigner. Mais concernant la gibbosité, comme vous êtes venu avec le terme aujourd'hui. Gibbosité, voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont des personnes qui souffrent de bosse et c'est juste au niveau du dos. Maintenant, la poitrine, il y a interne et puis externe. Donc, interne, c'est au niveau de la poitrine. Voilà, interne, ça veut dire que là, ça est dedans. Même si c'est le dos, ça est dedans. Mais si c'est externe, là ça sort gros. Mais quand ça est dedans, ça fait très mal. Ça sort sur la poitrine, sur le dos, même en bas des aisselles. Et puis, les bras, on dirait que ça va mourir. Ça titille les nerfs du cou. Et ça sort sur le dos, les colonnes vertébrales. Ça descend même dans les pieds, ça paralyse. Ça se promène dans le corps et c'est très douloureux. Mais à quel moment vous pouvez soigner? Est-ce que si la personne souffre de cette maladie depuis très longtemps, vous pouvez, ou bien c'est quand on commence à avoir un peu mal que vous soignez? C'est au début de la maladie ou bien même si la maladie a évolué? Mais si ce n'est pas sorti, je soigne. Mais si ça est interne, que ça te fatigue, je soigne. Et puis si tu ne sens plus de douleur. Ah, mais quand c'est pour les enfants aussi que ça commence, même si ça commence à sortir, que tu vois la boule un peu sur la poitrine, ou bien deux fois même sur les côtes, je soigne aussi, ça rentre. D'accord. Vous travaillez tellement aujourd'hui, vous avez un gros chat dans la gorge. Et on vous retrouve pour nous faire soigner à Yopougon, en Ndokwa. Et c'est tous les jours de 7h à 18h, tous les jours, même dimanche. Oui, je soigne tous les jours, parce que les malades, même si tu vas à l'église, on t'appelle. Donc ton portable est sur vibreur. Donc je soigne tous les jours. Vous mettez Dieu aussi sur vibreur. D'accord, mais c'est donc, juste pour rire. J'ai un cabinet à Koumassi, Inch'Allah. D'accord. Et puis je suis à Yopougon, premier pont pharmacie en Ndokwa. C'est ça. D'accord. Maintenant, vous appelez sur le 07 15 30 64. Il y a le 06 75 10 30. D'accord. Le 07 15 30 64, le 06 75 10 30 à Yopougon, pharmacie en Ndokwa. On va faire la publicité de la pharmacie. Mais pendant que vous êtes là, madame, votre numéro de téléphone s'affiche. Vous êtes madame Sekaba Bernadette. Vous soignez à l'aide de plantes médicinales et vous parlez aujourd'hui aux personnes qui souffrent de diabète, de stérilité féminine et masculine ou de bosse ou encore de gibbosité. Votre cabinet est situé à Yopougon, plus précisément à Yopougon en Ndokwa. Vous êtes ouvert tous les jours de 7h à 18h et les jours fériés de 7h aussi à 18h. C'est-à-dire, chez vous, c'est 7 jours sur 7. Il n'y a pas de repos. 07 15 30 64, 06 75 10 30 30. Amis téléspectateurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur les www.rti.ci. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission et on voudrait encore une fois vous souhaiter une excellente journée. Aujourd'hui, on veut faire un coucou à toutes ces personnes en dehors de la Côte d'Ivoire qui suivent RTI 1, qui adorent Matin Bonheur. Je fais un coucou à Asana Doulkom du Burkina Faso, qui va souvent en retard au travail à cause de Matin Bonheur. Madame, il est l'heure, nous on a fini, allez au travail. Elle est tout le temps devant son petit écran. Et puis, une dédicace spéciale au peuple togolais, surtout à Madame Flore Normand, et puis à tous ceux qui aiment bien manger le colicot au Togo. Que Dieu vous bénisse, bonne journée de travail et à demain.